Je suis rentré tard le vendredi soir, traînant ma valise après 3 jours sans fin de réunions d'affaires à Chicago. La maison était sombre, silencieuse, trop silencieuse. Je tendais la main pour attraper une boisson fraîche quand je l'ai entendu, un faible coup métallique venant du garage. Puis encore, plus fort. Au début, j'ai pensé à un animal. Mais ce bruit, ces coups faibles et désespérés, semblaient humains. Mon cœur s'est emballé quand j'ai allumé la lumière du garage. Et là il était, mon grand-père, 80 ans, tremblant, en sueur, les lèvres gercées, les yeux enfoncés. Il a essayé de se redresser, mais son corps l'a trahi. Je me suis précipité vers lui, mes genoux heurtant le béton. « Grand-père, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Il a avalé, la voix tremblante comme le reste de son corps. « Ton père. Il a voulu me donner une leçon. » C'est à ce moment-là que tout en moi a basculé. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes, mais ça a paru durer une éternité. Je suis resté sur le sol froid du garage, tenant la main tremblante de grand-père pendant qu'il cherchait son pouls. Sa peau était brûlante, sa respiration faible. Quand ils l'ont soulevé sur la civière, ses yeux se sont ouverts, me cherchant. « Reste avec moi, grand-père, s'il te plaît », ai-je chuchoté. Ses lèvres ont bougé, formant à peine des mots. « Ne t'en veux pas, Chloé. » Comment ne pas? Le trajet jusqu'au Tampa Général a été un flou de gyrophares et de mes mains qui tremblaient. Quand nous sommes arrivés aux urgences, ma chemise était trempée de sueur et de larmes. Les mots du médecin ont frappé comme un coup de massue, sévère déshydratation, coup de chaleur, début d'insuffisance rénale. 3 jours sans eau. 3 jours seul dans le noir sans que personne n'entende ses appels. Je suis resté dans la salle d'attente à fixer le distributeur automatique. Sonner. Mon esprit repassait le bruit des coups métalliques, les coups faibles que j'avais failli ignorer. Et si j'étais rentré un jour plus tard? Et si j'avais accepté cette réunion supplémentaire à Chicago? Il serait mort. Lorsqu'ils m'ont finalement autorisé à le voir, il paraissait fragile sous les lumières de l'hôpital. Des tuyaux dans les bras, un moniteur cardiaque qui bipait à côté de lui. Sa voix était un murmure. Il ne l'a pas fait exprès. Pas vraiment. Je me suis penché. « Grand-père, tu as dit que papa a fait ça. » Ses yeux se sont refermés lentement. Il a dit que je m'étais mêlé de ses affaires, mais j'aurais dû m'en tenir à l'écart. Mon estomac s'est noué. Mon père, Gregory Shaw, n'était pas un repris de justice quelconque. C'était un promoteur millionnaire, un homme que l'on appelait visionnaire. Mais derrière ce sourire parfait se cachait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui m'avait terrorisé enfant. Il contrôlait tout. L'argent, les gens, même les sentiments. Et si grand-père s'était opposé à lui, j'imaginais parfaitement la teneur de leur conversation. Lorsque les infirmières m'ont demandé de sortir pour pouvoir surveiller ses constantes, je me suis appuyé contre le mur du couloir. Mon téléphone a vibré. 3 appels manqués de papa. Je suis resté planté devant l'écran, mon reflet à peine visible sur le verre noir. Pendant des années, j'ai ignoré les avertissements, les larmes de maman, la désapprobation silencieuse de grand-père, la façon dont la voix de mon père pouvait fendre une pièce. Mais pas cette fois. Cette fois il était allé trop loin. Et en sortant de l'hôpital dans la lourde nuit floridienne, une pensée revenait sans cesse dans ma tête, s'il voulait donner une leçon à grand-père, je ferais en sorte qu'il n'oublie jamais la mienne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les fauteuils d'hôpital sont impitoyables, les néons sculptent l'inquiétude sur la peau. À l'aube, je suis allé directement chez mon père, Bishore Boulevard, étaillé, le genre d'endroit qui crie vie parfaite. Gregory Shaw était déjà dans le jardin à tailler des rosiers, comme si de rien n'était. Ses mains bougeaient avec la précision d'un homme qui contrôle tout ce qu'il touche. Il a levé les yeux, a souri ce sourire poli et appris. « Chloé, tu es rentrée tôt. Comment s'est passée la conférence ?» Je n'ai pas répondu. Le voir si calme, si maître de lui, me répugnait. « Où étais-tu jeudi soir ?» ai-je demandé à la place, les mots sortant en lambeaux. Il a cligné des yeux, surpris. « À la maison. »« Pourquoi ?» Ma voix s'est brisée. Grand-père était enfermé dans mon garage pendant 3 jours. Il est à l'hôpital. Il a dit, tu l'as fait. Pendant un instant, son visage est resté immobile. Puis il a posé le sécateur, s'est essuyé les mains sur son pantalon et s'est approché de moi avec l'aisance lente de quelqu'un qui endosse un rôle répété 1000 fois.
C'est absurde, a-t-il dit. Ton grand-père oublie des choses. L'âge fait ça. Peut-être s'est-il enfermé par accident. Ses yeux étaient plats, cherchant l'angle qui le disculperait. Il m'a dit que tu l'avais enfermé. Il a dit que tu voulais lui donner une leçon. Prononcer ces mots à voix haute était comme arracher un pansement douloureux, mais nécessaire. La mâchoire de Grégory s'est contractée. Il s'est penché, baissant la voix jusqu'à ce qu'elle soit soyeuse sur acier. Écoute-moi, Chloé. Ton grand-père m'a miné pendant des années, ravivant de vieilles affaires familiales, s'abordant des accords, écrivant des lettres au conseil. Je lui ai donné des chances. Je suis un homme raisonnable. Mais l'entreprise, c'est ma vie. S'il mettait en péril tout ce que j'ai construit, il fallait poser des limites. Et puisque, bien sûr, c'est toi qui l'as enfermé dans un garage, ai-je dit. Les mots tombèrent entre nous comme un verdict. Il a souri, condescendant. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Les décisions difficiles font partie du leadership. Peut-être qu'il a dépassé les bornes. Peut-être que je l'ai fait réfléchir. Mais je l'ai fait pour le bien supérieur. Le bien supérieur. Ai-je ri sans humour. Tu as failli le tuer. Il a sursauté à peine, puis s'est redressé. Ne dramatise pas. Il va bien. Il ira bien. Ses doigts se sont refermés sur une statue de jardin comme pour se raccrocher. Tu ferais attention, Chloé. Les gens disent des choses quand on est stressé. Tu dois protéger la famille. Là, la menace à peine voilée. Protéger la famille. Protéger son empire. Protéger sa réputation. Comme si la vérité devait se cacher derrière des et de l'argent. L'as-tu enfermé ou pas, ai-je exigé. Il m'a regardé comme si je lui posais un problème de maths qu'il n'avait pas le temps de résoudre. Si tu m'accuses, apporte des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Des preuves. Il a fait sonner ma demande comme si je proposais d'inventer des histoires. Mes mains tremblaient, mais ma voix non. Je les trouverai, ai-je dit. Et quand je le ferai, tu n'auras pas de conseil d'administration pour te cacher. Il a reculé, le sourire disparu. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose de brut et d'humain dans ses yeux. La peur. Pas de moi, mais de l'exposition. Ce genre de peur qui signifiait que je commençais enfin à gratter la surface d'un truc sombre. En m'éloignant, un jardinier a levé les yeux de là et m'a lancé un rapide signe de tête compatissant. Les petites choses comptent, les gens voient. J'ai mis ce signe dans ma poche comme une pièce dont j'aurais besoin, chaque témoin possible. Quand je suis arrivé à ma voiture, une enveloppe reposait sur le pare-brise. Sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule photo de moi prise ce matin en allant à ma voiture à l'hôpital. Au verso, d'une écriture de mon père, un mot, stop. J'ai plié la photo et l'ai glissée dans ma poche. Il pensait qu'une menace me ferait peur. Il ne savait pas que j'avais déjà décidé de me battre. Grand-père Walter avait toujours une petite pièce derrière la cuisine où il soudait des radios et entassait des National Geographic jaunies. Ça sentait l'huile de citron et le vieux papier, cette odeur rassurante qui me recousait à l'enfance. En fouillant son bureau cette nuit-là, je me suis dit que je cherchais au mieux un pull ou des lunettes égarées. À la place, j'ai trouvé une carte. La lame du plancher à côté de son bureau avait été soulevée. Walter aimait cacher des choses à la vue de tous. Mais ce soir, la planche est venue plus facilement que prévu. En dessous, enveloppée dans un mouchoir fané, se trouvait une boîte en métal mince. Mes doigts tremblaient en la retirant. À l'intérieur, des reçus, des chèques annulés, des confirmations de virement, et une pile de pages de comptes rédigées de la main précise de Walter. En haut d'une page, en lettres majuscules qui me serraient la gorge, le nom d'une société que je connaissais trop bien, Burr Holdings, la société de mon père. J'ai étalé les papiers sur le bureau. Voilà, en noir et blanc. Des transactions routées depuis les petits comptes de Walter remontant à plus d'une décennie. Des paiements vers des entités écrans. Des frais de consultant qui coïncidaient avec des périodes où les projets de Gregory Shaw étaient en difficulté. De petites sommes au départ, puis des transferts plus importants, les montants gonflant jusqu'à des sauvetages à 6 chiffres. Walter avait renfloué mon père pendant des années, discrètement, sans fanfare, sans rien demander en retour. La rage brûle lentement quand elle se mêle à la trahison. Je me suis senti stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt.
Grand-père plaisantait que l'argent devrait être comme le dentifrice, utilisé avec parcimonie, essentiel quand il le faut. Grégory l'avait traité comme de l'essence pour l'arrogance. Il avait utilisé la générosité de Walter pour soutenir des accords qui se seraient effondrés sans ses paiements secrets. Et quand Walter a finalement menacé de révéler la trace papier, peut-être au conseil, peut-être à moi, Grégory avait choisi le silence par la force. J'ai trouvé aussi un petit carnet en cuir. Les pages usées par les manipulations, l'écriture filiforme et affectueuse de Walter remplissait les pages, rappels, recettes, puis une liste de dates avec des notes brèves, virées à Behor, 25 000 $. OG 2016 transfert d'urgence 150 000 $ mars 2018. Sous une entrée, une ligne comme un souffle, il a promis que c'était définitif. Mes mains se sont engourdies. Tout s'est mis en place. La minceur des sourires de Grégory. La façon dont il n'autorisait jamais Walter au conseil d'administration. Les appels téléphoniques chuchotés. Ce n'était pas seulement des tensions familiales. C'était du levier. C'était le genre de levier qu'utilisent les hommes pour faire disparaître d'une conversation d'autres hommes. J'ai attrapé une clé USB dans mon sac et j'ai commencé à scanner, photocopier, sauvegarder. La langue bourdonnait au-dessus de moi comme pour marquer le tempo. Chaque fichier que je copiais me paraissait à la fois un petit vol et une grande délivrance. J'ai fait des duplicata, en ai caché un dans mon sac à main, et remis les originaux sous la planche comme si de rien n'était. Walter n'avait pas besoin de savoir que je les avais pris. Il était trop fier pour accepter une aide qu'il n'avait jamais demandée. Et pourtant je savais que je devais agir. Cette nuit-là, Walter dormait la main posée sur la poitrine, une prise frêle et rassurée. Je suis resté à son chevet après les heures de visite et j'ai regardé son souffle monter et descendre. Il s'est remué et a marmonné quelque chose à propos de jazz et de gâteau au citron. Lorsqu'il a ouvert les yeux, je n'ai pas pu me retenir. « Walter » ai-je dit d'une voix minuscule, « pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il a tourné légèrement la tête, la lumière de l'hôpital dessinant des lignes sur son visage. « Je voulais garder la paix » a chuchoté. « La paix coûte peu quand on peut se le permettre. » « Pas comme ça » ai-je répondu, les mots tranchants. « Pas quand ça s'accompagne d'un verrou, d'un sol de garage et de 3 jours seul. » Il m'a regardé, déconcerté une seconde, puis ses yeux se sont adoucis. « Tu feras ce qu'il faut, Chloé. Tu l'as toujours fait. » Je suis sorti de la chambre avec la clé USB qui me brûlait le sac et un plan qui ne me laisserait pas dormir tant qu'il n'aurait pas été exécuté. Le lendemain matin, les couloirs de l'hôpital sentaient le désinfectant et le café brûlé. Grand-père était assis, la perfusion goûtant lentement, ayant l'air plus petit d'une certaine façon, comme si le temps l'avait plié. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé de ce sourire doux et fatigué qui réparait tout quand j'étais petite. « Et, ma chérie » a-t-il murmuré, la voix sèche mais ferme. « On dirait que tu n'as pas dormi. »« J'ai trouvé tes notes » ai-je dit à voix basse en tirant une chaise. « Celles sur Bishore Holdings, les transferts, les prêts, tout ça. » Ses yeux ont vacillé. « Juste une fois, comme l'éclair le plus bref, tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires, Chloé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Je me suis penché. « Il t'a utilisé. Il a tout pris puis il t'a enfermé comme une criminelle. » Mon Dieu, cette nuit-là, la main du grand-père a tremblé en saisissant la mienne. Il n'a pas toujours été comme ça. Quand ta mère est morte, il a perdu sa boussole. Je pensais pouvoir l'empêcher de sombrer. Tu le sauvais, ai-je dit. Et il t'a récompensé par 3 jours dans un garage. Il s'est détourné, des larmes scintillant dans les rides près de sa tempe. Promets-moi quelque chose, ma douce. Ne va pas le chercher. Les hommes comme ton père ne comprennent que la destruction. J'ai serré sa main. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un parle sa langue. Ses doigts se sont agrippés faiblement aux miens. Chloé, non. L'enfer viendra te chercher ensuite. Je voulais lui dire qu'il avait tort. Que la vérité protégeait, que l'exposition était du pouvoir. Mais en regardant ses yeux effrayés, je n'ai pas pu mentir. J'ai juste hoché la tête. Cet après-midi-là, je suis sorti de l'hôpital pour aller chercher des vêtements à la maison. L'air de Floride était lourd, les nuages d'orage meurtris à l'horizon. En tournant dans ma rue, je me suis arrêté. Quelqu'un était passé. Le portail était entrouvert et le journal qui aurait dû être sur ma véranda avait disparu. Mon estomac s'est serré. À l'intérieur, tout semblait identique.
Presque. Une photo encadrée de ma mère et moi, habituellement centrée sur le meuble, était retournée face contre le bois. Mon pouls a accéléré. J'ai fouillé chaque pièce, chaque fenêtre. Rien ne manquait, aucun signe d'effraction. Mais sur le plan de travail de la cuisine se trouvait une enveloppe, sans adresse, sans timbre. Je l'ai déchirée. À l'intérieur, une seule photographie, moi, debout devant l'hôpital ce matin-là, un café à la main, regardant par-dessus mon épaule. Quelqu'un m'avait observé. Au verso, dans l'écriture impeccable et inimitable de mon père, un seul mot, arrête. Mon souffle s'est bloqué. L'air autour de moi s'est épaissi, mon pouls tambourinait dans mes oreilles. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Un instant, j'ai presque eu peur. Presque. Puis j'ai souri, un petit sourire froid et dangereux. Il pensait qu'un avertissement me ferait taire. Il ne comprenait toujours pas. Au moment où il a enfermé grand-père dans ce garage, il m'a appris exactement jusqu'où j'étais prête à aller. Je n'ai pas appelé la police cette nuit-là. Je n'ai même pas raconté la photo au grand-père. S'il voulait que j'aie peur, il s'était trompé. La peur m'affûte. Ça a toujours été comme ça. Au lieu de ça, je suis allé au commissariat du centre-ville le lendemain matin et j'ai demandé la détective Morale, la même femme qui allait plus tard apparaître dans plus de gros titres qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle a levé les yeux de son bureau, le regard prudent mais curieux. « Mademoiselle Chat » a-t-elle demandé. « Que puis-je faire pour vous ?» J'ai glissé la clé USB sur la table. J'ai des preuves de fraude financière, de maltraitance envers une personne âgée et d'une potentielle tentative de meurtre. L'auteur est mon père. Son sourcil s'est légèrement relevé. C'est une lourde accusation. Avez-vous des preuves? Je lui ai tout raconté, comment j'ai trouvé grand-père dans le garage, ce qu'il avait dit, les registres, la photo, l'avertissement. Morale n'a pas interrompu une seule fois. Elle a pris des notes, sa plume grattant comme un métronome. Quand j'ai fini, elle a expiré lentement. Vous réalisez? A-t-elle dit prudemment. Cela pourrait détruire l'entreprise et la réputation de votre père. Je compte là-dessus. Elle a hoché la tête. J'ouvre une enquête préliminaire. Mais il faut que vous soyez prudente. Les hommes puissants ne tombent pas sans bruit. Je n'ai pas l'intention de tomber avec lui. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi pour trouver la Mercedes de mon père garée au bord du trottoir. La lumière de la véranda éclairait son costume sur mesure comme une armure. Il s'appuyait contre la rambarde, sirotant dans un flacon argenté. Toujours aussi calme. Jolie demeure, a-t-il dit en regardant autour de lui. Os doit bien payer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, lui barrant le passage. Que veux-tu? Il a souri. Tu as été occupé. La détective Morale est passée au bureau aujourd'hui. Tu penses vraiment pouvoir jouer les héroïnes? Tu n'as pas idée de l'ampleur. J'ai trouvé tes registres, papa. Les faux comptes, l'argent volé. Tu as fait payer grand-père pour tes erreurs. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu as laissé un vieil homme mourir dans un garage verrouillé parce qu'il menaçait ton image. Il a avancé d'un pas, des ombres coupant son visage. Tu crois le sauver? Il empoisonne cette famille depuis des années. Il m'a volé en premier. Ce n'est pas ce que disent les registres. Il a frappé le chambranle de la porte, à quelques centimètres de mon visage. Tu veux la guerre? Très bien. Mais souviens-toi, quand je me bats, je ne perds pas, son haleine sentait le whisky et la rage. Mais dessous, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la panique. Sors de ma propriété, ai-je dit d'un ton égal. Il s'est penché vers moi, la voix basse et venimeuse. Tu lui ressembles tellement, à ta mère. Toujours à choisir la faiblesse. Ce mot a frappé comme une allumette sur de l'essence. Maman est morte en essayant de me protéger de toi. Tu appelles ça de la faiblesse? Ai-je répondu. Pendant un battement, le masque a glissé. J'ai vu la culpabilité, puis la fureur l'engloutir. Il a redressé ses manches, retrouvant la contenance corporative qu'il portait comme une couronne. Tu as fait ton choix. En s'éloignant, je l'ai rappelé. Tu as raison, papa. Je l'ai fait. Il ne s'est pas retourné. Les feux arrière ont disparu dans la nuit, mais je sentais encore la chaleur de sa menace dans l'air. En rentrant,
j'ai ouvert mon ordinateur portable, copié les fichiers sur un disque chiffré et programmé une diffusion anonyme à 3 journalistes, des spécialistes des crimes économiques réputés pour mettre au jour la corruption. S'il voulait donner des leçons, il allait apprendre l'une qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain matin, les gros titres ont commencé. Au lever du soleil, l'empire de mon père saignait déjà. Les courriels avaient été envoyés à minuit à tous les grands journaux et médias financiers de Floride, chacun contenant un dossier soigneusement préparé de preuves. Le matin venu, les manchettes hurlaient sur les réseaux sociaux et les bandeaux d'infos comme un feu de forêt. Promoteur Bichor sous enquête pour fraude et maltraitance. Je suis resté assise sur mon canapé en silence, le bourdonnement du réfrigérateur comme seul bruit dans la pièce. Mes mains tremblaient en faisant défiler les articles, chacun citant un lanceur d'alerte proche de la famille. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi. En quelques heures, ces investisseurs ont commencé à retirer leurs fonds. Ses partenaires ont publié des communiqués exprimant une grande inquiétude. Son attaché de presse s'est éclipsé. J'ai failli avoir pitié de lui, presque. Vers midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai reconnu immédiatement cette voix. « Tu te crois maligne, Chloé ?» C'était suave, presque amusé. Il ne m'appelait plus depuis des années. Il préférait toujours me convoquer à son bureau comme une employée. « Papa, pas de « papa ». Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu as ruiné mon nom, ton nom, tout ce que j'ai construit. Tu l'as construit sur des mensonges, ai-je dit doucement. Sur l'argent de grand-père, sur son silence. Il a ri, un son sec et creux. Tu ne comprends pas le pouvoir. Tu penses que quelques journalistes peuvent me détruire ? J'ai survécu à pire. Tu ne survivras pas à la vérité. La vérité ? Son ton est devenu venimeux. Tu veux la vérité ? Très bien. Ce vieil homme m'a volé le premier. Il a essayé de prendre la société. Il t'a retourné contre moi comme ta mère l'a fait. Tu as essayé de le tuer, papa. Assez, la voix a claqué comme un fouet. Si tu veux arranger ça, retrouve-moi au bureau de Bichor ce soir. 20h, pas de police, pas de jeu. On discute en famille ou je t'enterre sous des procès avant le lever du jour. Puis il a raccroché. Un instant, je suis resté là, le cœur battant, les mains glacées. J'entendais presque la voix faible du grand-père dans ma tête. Des hommes comme ton père, ils ne comprennent que la destruction. J'ai pris le téléphone et appelé la détective morale. Il m'a contacté. Il veut me voir ce soir. N'y va pas seul, dit-elle aussitôt. Nous aurons des unités à proximité. Qu'il croit que tu es venu sans armes. Quand je suis arrivé, le ciel portait encore les dernières traces violettes du crépuscule. L'immeuble de son bureau se dressait dans un silence glacé, ses vitres miroitant comme le reflet de tout ce qu'il prétendait être. J'ai marché à l'intérieur, chaque pas résonnant sur le marbre qui sentait à la fois le parfum et l'argent. Il m'attendait, dos tourné, face à la fenêtre. « Ferme la porte », dit-il sans se retourner. « Je ne prends plus d'ordre », ai-je répondu. Il s'est tourné alors, le visage pâle, les yeux creux, son masque parfait fendu sur les bords. « Tu crois que c'est la justice ? Tu sais seulement ce que tu as déclenché ? Ce n'est pas moi qui ai commencé, ai-je dit. C'est toi. Le jour où tu as enfermé ton père dans un garage. Il a frappé le bureau du poing. Je lui ai tout donné. Sans moi, il réparait encore des radios dans un cabanon. Il t'a tout donné, ai-je répliqué. Et quand il a enfin dit non, tu l'as traité comme un criminel. Il m'a pointé du doigt, la main tremblante. Tu es comme ta mère. Douce. Naïve. J'ai avancé d'un pas, tu te trompes. Maman était courageuse. Moi, je termine ce qu'elle n'a pas pu finir. Dehors, les lumières rouges et bleues clignotaient faiblement à travers les stores. Les sirènes n'avaient pas encore retenti, mais elles viendraient. Moral m'avait promis d'attendre mon signal. Mon père a remarqué mon regard vers la fenêtre. Tu les as appelés, n'est-ce pas ? Je t'ai donné toutes les chances de bien faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur vraie dans ses yeux. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Au contraire, ai-je dit en prenant mon téléphone. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai envoyé le message. Une seconde plus tard, les sirènes ont hurlé dehors. Grégory Shaw s'est figé,
puis a ri amèrement quand la porte a volé en éclats et que les policiers ont fait irruption. « Gregory Shaw » cria l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, maltraitance envers une personne âgée et tentative d'homicide. » Il m'a regardé, la voix brisée. « Tu crois que c'est la justice ? Tu le regretteras, Chloé. » J'ai soutenu son regard une dernière fois. Je l'ai déjà regretté, pendant 20 ans. Ils l'ont emmené, ses pas résonnant sur le sol poli. Quand les portes vitrées se sont refermées, le silence m'a frappé comme une vague. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas respiré pendant un moment. Dehors, la nuit semblait plus pure. L'air avait un goût différent, comme la pluie après l'orage. La justice ne sonnait pas comme le tonnerre. Elle ressemblait au cliquetis discret de menottes qui se referment enfin. Le procès est arrivé plus vite que prévu. Quand les crimes d'un homme font la une 3 semaines de suite, le système s'empresse de prouver qu'il fonctionne encore. Le tribunal sentait la poussière et la climatisation, un de ces lieux où l'on fait semblant que la vérité est simple. Mon grand-père a insisté pour venir, malgré les avertissements des médecins. Assis à côté de moi, plus frêle que jamais, il portait un costume gris repassé qui pendait un peu sur ses épaules. Sa main tremblait légèrement quand il a pris la mienne. « Je dois le voir affronter le monde », a-t-il murmuré. Quand Gregory Shaw est entré, toutes les caméras se sont tournées vers lui. L'homme qui avait passé des décennies à contrôler le récit ne pouvait plus se cacher. Il portait toujours le même costume bleu marine et la cravate argentée, mais l'arrogance avait disparu, remplacée par une raideur hantée. Il n'a pas croisé notre regard une seule fois. Le procureur a tout exposé avec une précision glaciale, les photos du garage, le rapport médical prouvant la déshydratation et l'insuffisance rénale, les registres comptables, la vidéo de son arrestation. Chaque détail sonnait comme un clou sur son cercueil. Quand ils ont diffusé ma déposition enregistrée, ma voix racontant comment j'avais trouvé grand-père ce soir doux brûlant, Gregory a sursauté une seule fois. La défense a tenté de présenter cela comme un simple malentendu familial, un moment de stress, une exagération. Mais le jury n'avait pas besoin d'être convaincu. Les preuves étaient trop fortes. L'histoire, trop monstrueuse. Quand le verdict est tombé, la salle était si silencieuse qu'on entendait le souffle des bouches d'aération. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Gregory n'a pas bougé, même lorsque l'huissier s'est approché. Il a baissé les yeux sur son alliance et a murmuré « J'ai tout construit pour cette famille ». La voix de grand-père a rompu le silence « Non, mon fils. Tu l'as construit pour toi ». C'était la première fois depuis des années qu'il l'appelait « mon fils ». Les mots sont tombés, lourds, définitifs. Tandis qu'on l'emmenait, Gregory s'est retourné brièvement, ses yeux croisant les miens. « Tu crois que c'est la justice ? Tu as détruit notre nom. » Je me suis levé, droite, inébranlable. « Non, papa. Je l'ai sauvé de toi. » Le marteau du juge a claqué, net comme un coup de tonnerre. Gregory a été condamné à 6 ans de prison pour fraude et maltraitance, assorti d'une évaluation psychologique obligatoire. Il n'a pas réagi. Il a simplement marché, les épaules droites, vers ce qui l'attendait. Dehors, les journalistes bourdonnaient comme des frelons, leurs micros scintillant sous le soleil de Floride. « Mademoiselle Shaw, que ressentez-vous en voyant votre père condamné ?» J'ai marqué une pause. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. « Je me sens respirer », ai-je dit, puis j'ai continué à marcher. Grand-père et moi sommes rentrés en silence. Le ciel était d'un violet meurtri, lourd de pluie. Il regardait par la fenêtre, les doigts crispés sur la ceinture. « Je n'ai jamais voulu ça », a-t-il murmuré. « Je voulais juste qu'il redevienne quelqu'un de bien. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Tu ne l'as pas échoué, grand-père. C'est lui qui s'est échoué. » À la maison, il est allé droit sur le porche. Le vent se levait, les premières gouttes tombaient. « Le pardon ?» a-t-il demandé doucement, « Tu lui pardonnes ?» J'ai réfléchi. Au garage, au registre, à la peur qui avait gouverné nos vies. « Le pardon n'est pas la question », ai-je dit. Il voulait le contrôle. Moi, je voulais la vérité. Il n'y avait de place que pour l'un de nous. Il a souri faiblement. Ta mère serait fière. Je n'ai pleuré que plus tard, seul, tandis que la tempête faisait vibrer les vitres. J'ai ouvert la fenêtre, laissant la pluie me frapper le visage. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur.
L'homme qui avait voulu enterrer la vérité était enfin derrière les barreaux. Et la petite fille qui tremblait à ses pas avait conduit elle-même. La justice n'était pas la vengeance. C'était la paix. Et la paix, je l'apprenais, pouvait être plus forte que le tonnerre. 6 mois après le procès, la vie paraissait étrangement calme. Ce genre de calme qui m'effrayait autrefois me semblait maintenant une récompense. J'avais cessé de lire les journaux. Les gros titres sur mon père avaient disparu, remplacés par d'autres scandales, d'autres tragédies. Son entreprise avait été démantelée, ses biens vendus pour indemniser les victimes. Je n'étais pas allé aux audiences. J'avais déjà entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Grand-père Walter guérissait lentement, obstinément. Il refusait d'aller en maison de retraite, disant que la lumière du porche suffisait à chasser l'obscurité. Chaque matin, il sortait avec son café, fredonnant du Sinatra pendant que le soleil montait au-dessus des palmiers. Parfois, il me tendait une tasse, « Tu as fait ce qu'il fallait, ma grande. » Ce n'est jamais facile. La maison ne sentait plus la peur. Elle sentait le café, le cirage au citron, et parfois l'espoir. Certaines nuits, je me réveillais encore, haletante, hantée par les bruits du garage. Mais au lieu de la panique, je ressentais autre chose. De la gratitude, peut-être. Parce que ce bruit m'avait réveillé bien avant que j'ouvre cette porte. Un après-midi, en triant de vieilles boîtes, j'ai trouvé une lettre glissée dans le vieux registre de grand-père. Elle m'était adressée, de sa main. « Chloé, si tu lis ceci, c'est que la vérité est sortie. Je suis fier de toi. Mais je crains le prix. Promets-moi de te souvenir, la justice n'est pas la vengeance. C'est la décision d'arrêter la douleur, même quand cela te fait mal. Walter. » J'ai lu ces mots longtemps, tremblante. Je me suis rendu compte que tout ce temps, je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la liberté. La liberté face à la peur qui régnait chez nous, face à la voix qui me disait de me taire, face à l'homme qui confondait amour et pouvoir. Une semaine plus tard, je suis allé à la prison, pour la première et dernière fois. Je ne suis pas entré. Je suis resté au-delà de la clôture. Le bâtiment gris se dressait, vibrant d'un bourdonnement lointain. À travers l'entrée vitrée, j'ai aperçu mon père, plus vieux, plus petit, presque ordinaire. Il a levé les yeux une seconde, nos regards se sont croisés à travers 2 vitres et 10 ans de blessures. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas pardonné. J'ai seulement hoché la tête, en silence, reconnaissant que la guerre était finie. Puis j'ai tourné les talons. En rentrant, ce soir-là, grand-père était sur le porche, regardant le soleil se coucher. Le ciel brûlait d'or et de violet. Il m'a souri. « Tu sembles plus légère, » a-t-il dit. « Je crois que je le suis, » ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps. Il a tapoté la chaise à côté de lui. « Alors assieds-toi. Écoutons le silence. Tu l'as mérité. » Je me suis assise, la tête contre son épaule. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Les cigales bourdonnaient. L'air s'adoucit et le monde retrouva son équilibre. Plus tard dans la nuit, j'ouvris mon ordinateur portable et me mis à taper. Les mots vinrent facilement cette fois. Il avait enfermé mon grand-père dans l'obscurité pendant 3 jours. J'ai passé le reste de ma vie à m'assurer qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour. J'enregistrai le document et refermai l'ordinateur. Dehors, la nuit était immobile. Pas de sirène, pas de menace, seulement la paix. Pour la première fois, le silence ne signifiait plus la peur. Il signifiait la victoire.